Bienvenue à tous dans le second podcast OPT. J'annonce d'emblée qu'on est très fatigué et que ça risque de partir dans tous les sens. Tout va bien. Donc c'est moi qui vais faire les sujets aujourd'hui. Et pour attaquer, on va parler de Mohamed, champion du Maroc 2023. Bravo déjà. Bravo. Félicité pour cette performance. Merci. Non, blague Très, à très part, Mohamed a participé aux nationaux tunisiens il y a de ça une semaine. Une semaine, ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment ça s'est passé, les performances que tu as pu sortir? Et l'organisation. L'organisation. Alors, c'était déjà bonjour à tous. C'était très sympathique. En termes d'organisation, c'était ultra compliqué. Enfin, rien à voir avec ce que j'ai pu faire ici en France. Et en termes de performance, j'ai sorti des performances bien en dessous de ce que je voulais sortir. Après, ça reste une compétition qui sort un peu de l'ordinaire, dans le sens où c'est un truc que j'ai jamais vu, que j'ai jamais fait. Mais là, ta dernière compétition est remontée à quand? C'était le CRES. Donc en décembre. En décembre, et j'avais fait 6,60 si je dis pas de conneries. Et là, t'as sorti 10 kills de plus. Ouais, 670, ouais, c'est ça. L'objectif, c'était combien de base? C'était entre 6,90 et 700. Mais en gros, si on parle en termes de performance pure, ben, j'étais bien en dessous. Mais après, en vue du contexte et tout, j'en sors satisfait, mais oui, forcément. pas C'est quoi selon toi qui a fait que tes perfs étaient plus basses? Est-ce que tu penses que en termes de préparation sur la fin de ton picking et tout, tu valais les 6,90 et t'as été pénalisé par comme tu disais, l'organisation, on reviendra un petit peu dessus après, qui a été moins carré que la dernière fois? Ou est-ce que tu penses que ton picking, il y a eu des choses que tu pourrais mieux faire par la suite pour en gros, avec Yous, on a tenté une nouvelle forme de picking. Parce que, en fait, de base, la compétition, ça devait être le 15 juillet. Oui, ça aussi. Ouais. La compétition devait être le 15 juillet. Du coup, avec Yous, on avait prévu qu'on avait un peu plus de temps. Du coup, on partait sur en gros une augmentation de volume, une petite phase de construction avant de pouvoir faire un picking. Sauf qu'en fait, 4 semaines avant la compétition, je reçois un appel du DTN tunisien qui me dit finalement, on a avancé la compétition le 20 mai. Combien de semaines en moins du coup? 2 mois. 2 mois en moins. 8 semaines. Ouais. Donc, ça peut piquer 8 semaines quand même. Ouais, 8 semaines, c'est rien. Très très compliqué. Donc du coup, en fait, on a pris le parti de faire juste une montée en charge. Comme si en fait on faisait un bloc de prépa et que le jour de la compétition c'était un SBT RPE 10 quoi. Et juste le bloc avant que tu décides de faire un picking, tu t'estimais sur un bon niveau ou pas du tout? Non, pas du tout. Ok. Non, pas du tout. T'avais du retard parce que t'étais pas spécifique et que tu étais en train de construire. C'est ça. Et surtout que pareil, en fait, on était en pleine construction et du coup le DTN m'a demandé de faire un SBD lourd pour voir mon niveau. Ah oui, c'est vrai. Un mois avant de me dire que la compétition était avancée. Donc en fait, si je résume bien, Mohamed avait 4 mois pour se préparer à une échéance. Tu as eu donc 1 mois et demi pour faire 2 échéances. Voilà, c'est ça. C'est bien. C'est ça. Parfait. Donc finalement 20 kilos en dessous de l'objectif, Oui, c'est pas si mal. Ouais, non, c'est pas si mal. Après, en gros, en termes de perf pur, je suis content du squat. Ouais, t'as sorti combien? J'ai sorti 2,45. Et le max que t'avais fait à l'entraînement? 2,45. Donc t'as ressorti la même perf. C'est ça. Et le max que j'avais fait en compétition, c'était 2,25. Ok. Au CRES. Donc grosse. T'étais pas dans la même KT. Ah si, t'étais en 105 aussi. T'étais dans la même KT. Et en gros, au CRES, j'ai été pesé à 96,9. Et là, j'ai été pesé à 101,6. 100,6, pardon. Ok, donc t'avais 4 kilos d'écart. Ok, mais t'as quand même une grosse progression en peu de mois. 20 kilos de plus, enfin tu peux pas mettre les 20 kilos sur les 4 kilos de poids de corps supplémentaires. Ce qui me frustre d'autant plus. Oui. Ce qui me frustre d'autant plus parce que je sais que je valais les 6,90 ou 700. Et ça aurait changé quoi de faire 90, que au niveau qualif ça change quelque chose ou c'est juste perso? Non, c'est du perso. Ouais. C'est du perso. C'est du perso et c'est de l'ego. Ouais. Et là, du coup, ça te qualifie pour le championnat d'Europe. Pour les championnats d'Europe tunisiens. C'est ça. Un championnat d'Afrique, c'est quand?
C'est en octobre, mi-octobre, Bon, ça va, ça laisse le Là, temps. t'as Je laisse le temps. une bonne phase de préparation. sauf s'ils me demandent de faire un SBD en plein milieu. Et là, t'as fait 2,45 au bench, t'as sorti quoi? J'ai sorti 150 au bench. Ok. En gros, sur le bench, c'était très compliqué parce que, en fait, je mets en première barre 140. 140, on m'invalide 140 parce que j'ai levé les fesses. Mais en gros, on a demandé la VAR. Et en fait, je lève les fesses quand il me dit rack. En fait, pour racker, je lève les fesses. Et du coup, ils m'ont invalidé mon bench pour ça. Très bien. Ah, d'accord. Ouais, moi, j'aurais invalidé aussi, je pense. Et le deuxième C'est bench, justifié. du coup, après, ils l'ont validé après, Voilà. Réflexion. après la VAR. Et le deuxième bench, en fait, je mets 150. Donc 150, c'est une barre qui est acquise. Tu avais fait 155 durant la prépa, c'est ça? 155 et 150, je l'avais passé 5 ou 6 fois. Donc c'est une barre qui était acquise. Et en gros, 150, en fait, vu que j'ai un tempo qui est lent sur tous mes mouvements, sur le squat, j'ai un tempo qui est lent en descente et sur le bench, pareil. Et en fait, le juge a décidé de me mettre un 3CT. Parce que pour lui, en fait, vu que je descendais lentement, il pensait que j'allais le baiser. Et en fait, faire un rebond. Je lui dis, mais l'autre, et en gros, j'en parle au DTN, et il me dit, ouais, il faut que tu adaptes ta technique à l'arbitre. Quoi? Pardon? Ah oui, d'accord. Non, mais en fait, Ok. il Pardon. partait du principe qu'on était Très toujours subjectif, sur hein. l'entraînement et c'était un 4-3-X. Voilà. Donc il s'est dit, Incroyable. retiens le tempo, je vais C'est- faire une longue claque, au moins la variation est respectée. Ce fut incroyable. Et après, le terre, ma plus grosse frustration du terre. C'était ton grip encore? Non. Ah, Mon pour une grip, fois, ça du change. coup, non, mais du Il y a coup, une j'ai histoire travaillé pour- sur mon grip. Ouais, ça va J'ai mieux. fait appel à quelqu'un. J'ai travaillé sur mon grip et du coup, maintenant, je sais utiliser mon pouce. Parce qu'en fait, avant, sur mon terre, j'utilisais pas mon pouce. Et du coup, non, c'est pas un problème de grip. C'est problème d'organisation de la compétition. J'y reviendrai juste après. Mais en fait, sur mon deuxième terre, je demande 287,5. Et le Oui, DTN, je me Et on rappelle. t'a pas mis ça. et le DTN, du coup, le DTN, celui qui gérait mon match, et m'a mis 293. 293, c'était le record national. Et du coup, il s'est dit, non, mais c'est bon, entre 87,5 et 93, c'est pareil. Franchement, Donc, du coup, je l'ai encore en travers de la gorge. C'est pas grave. Clairement. c'est pas monté de beaucoup ou... Mais en fait, c'était mon lock, mais Ouais. en fait, j'avais la barre, j'avais juste à sortir la poitrine, quoi. Ouais, donc 87, même 90, ça serait pas ça. Ah oui, oui, oui. Et là, tu sors 6,70 avec quoi comme deadlift? 275. Ouais, Ok. Donc tu pouvais tabler à minima sur 10 kilos de plus en Mhm. vrai. Ok. Donc, il y a ça. Et du coup, en Et moi, parlant... je veux que tu nous parles de l'organisation et des horaires, s'il C'est te ça. plaît. En parlant d'organisation, en fait, de base, ma pesée était à 8 heures. Donc, en tant que personne normale, j'arrive à 7h15. Logique. Vu que c'est un endroit que je connais pas et c'est un pays, même si c'est un pays que je connais, mais c'est un pays où je connais pas en termes en tant qu'athlète. Donc, j'y vais à 7h15. Et en fait, j'attends. Je vois qu'il y a personne. Je me dis, bon. Et à 8h, en fait, les gens de la Fédé sont venus à 8h pour mettre en place. Ah, il y avait rien du tout? Il n'y avait rien du tout. Donc la mise en place a été faite à 8h. La pesée a démarré à 9h. Je me suis pesé du coup à 9h30 ou 9h45. Ok. Et en fait, dans les règles, tu passes 2 heures, enfin ton match débute 2 heures après ta pesée. Sauf qu'en fait, 2 heures après, on m'a dit il y a du retard, c'est dans 1 heure. Et en fait, toutes les heures, on me disait c'est dans 1 heure. Donc moi, j'attendais. Et en fait, mon match a démarré à 18h. Ça va. Sauf que 9 heures de retard. 9 heures de retard. Sauf Bah, que j'avais pas prévu de refeed. Ça laisse conséquent. le temps de refeed. Ça laisse le temps de refeed. Ah, mais t'avais Sauf- rien. J'avais rien. Eh ben oui. J'ai dû aller chez un Libanais à côté pour bouffer du riz, quoi. Donc, ouais, très compliqué. Très compliqué. Et ouais, en termes de nerveux et tout, j'étais à plat. Sur les barres, j'arrivais pas à monter et à chercher, Ouais. à trouver ce, Sous que t'es C'était resté quand même en même temps, à l'endroit de la compétition Ouais. du coup toute la journée. Ouais. toute la journée Ouais, avec donc le ça t'a bouffé bruit. forcément de l'énergie. Ça aide quand même à relativiser quand on se plaint ou on entend des gens se plaindre pour des retards de 30 minutes. Oui, c'est Quand clair. t'as des retards de 10 heures, bon, C'est ça. faudrait que Là, ça te calme un peu là. toutes les plaintes soient envoyées en Tunisie pour une fois et ensuite reviennent en Ah, France. clairement. Après, je me dis que c'était les 2e ou 3e nationaux qui étaient organisés Oui, ce là-bas. que j'allais dire, Oui, c'est ça. un sport Ah, ok. jeune là-bas. Ouais. encore. Ça fait pas Il y a trop beaucoup ça longtemps. laisse. d'athlètes ou pas? Vous étiez combien là? On était une centaine. Non, quand même. Ok. Hein. Une centaine. C'est pas Ouais. mal. Sachant Hommes que- et femmes mélangés. Ouais, hommes et femmes mélangés. Open ou tout? Non, juste il y a là juste senior et
Et junior et senior, on était une centaine. Et il y avait eu les sub-juniors la semaine d'avant. Ça va en vrai. Cool. Donc, ce que je me dis qu'en termes d'organisation, il y a du mieux. Ça m'a même donné envie d'intégrer le truc pour améliorer. Ouais. Mais à voir, c'est en pleine réflexion. Est-ce que du coup, t'as des trucs qualificatifs ou pas du tout? Genre, t'as que les nationaux, t'as pas de compétition régionale pour te qualifier? C'est par ça. exemple. En gros, les 2 années d'avant, c'était des qualifs. C'était des tours qualificatifs. Sauf que compliqué en fait de faire des compétitions tous les 3 mois et de ramener du monde. Donc maintenant, en fait, ils ont mis des genres de minima. Ils sont très très bas vu qu'il n'y a pas grand monde. Et après, en fait, pour faire partie de l'équipe nationale, il faut du coup finir premier de chaque caté. Et pour être envoyé à l'Inter, donc en fait pour les championnats d'Afrique, il faut faire partie des 5 premiers. Et pour être envoyé à l'Inter, faire partie des 15 premiers. Mais du coup, comment tu sais si t'as le minima? Comment ils te testent pour faire les nationaux? C'est en fonction du coup des tests SBD que tu peux produire. Ok, et tu l'envoies en vidéo? Ouais. Ok. C'est différent d'ici. Mais après, il y a d'autres nations qui font comme ça. Youssouf me disait qu'en Italie, c'était la même. En Italie, t'as pas de phase qualificative, t'as que les nationaux. Du coup, forcément, il y a au moins 15 ou 20 finales nationales par an. À toutes les semaines. Mais du coup, là-bas, j'imagine qu'il n'y a aucun niveau requis pour y participer. En Italie, non, je crois pas. Tout le monde y va, et même si tu fais 52 total, c'est bon, quoi. Après, peut-être qu'au bout d'un moment, ils vont être obligés, parce que s'ils se retrouvent à 100 par KT... Ouais, mais je me dis que ça fait quand même du temps qu'ils le font. Ouais, mais là, ça commence vraiment à exploser un peu en Italie. Après, eux, l'organisation, elle est carrément différente, parce que il me disait qu'il y avait un gymnase qui était dédié que à la FA. Tout le matos restait sur place. Il y a peut-être 10 ou 12 combos. Toi, tu y es allé une fois. Ouais. Et tout se passe toujours là-bas. S'il y a 20 week-ends de compétition dans l'année, les 20 week-ends, c'est toujours au même endroit. Et donc, je pense que c'est bien plus pratique pour eux. Pour eux, ouais. Mais après, imagine clair, tes coachs comme nous. Ah bah, tu passes ta vie là-bas. Si t'habites pas là-bas, t'achètes un appart en face du gymnase. Ouais, c'est clair. Je suis obligé de te déplacer tout le temps. C'est beaucoup de temps de perdu, quoi. C'est comme s'il y avait des régionales toutes les semaines. Ouais, et ben, en fait, il n'y a pas ce truc d'élite, en fait. Ouais, voilà. Mais au bout d'un moment, je pense qu'ils seront obligés d'y passer parce que imagine, t'as 100 moins de 52 juniors. Ben, c'est ce qui se passe. Ouais, voilà. Ouais, mais du coup, à un moment, en termes de temps, t'es limité, quoi. Parce que la dernière fois, j'avais regardé, il y avait le live, là, je suis abonné au compte. Il y avait un week-end, je crois, où il faisait passer les 57 et les 63 sur les 2 jours. Oui, d'accord. Tellement il y avait de monde. C'est énorme. C'est énorme. C'est chaud. Ouais. Alors que nous, tu fais passer toutes les catégories, hommes et femmes, le même week-end. Ok, donc là, la suite, octobre, compétition. Ouais, octobre, compétition. Et c'est quoi l'objectif en octobre? Je ressortirai, je ferai un cut et je. Attention à toi. Bah, l'objectif, c'est de faire au moins podium, minimum podium si je suis envoyé. Finir dans les 3 premiers. C'est quoi les nations qui règnent un petit peu là-bas? L'Algérie. Ouais. Je suis algérien. Ouais, bravo. Et ben voilà. Ouais, t'as l'Algérie, la Libye. Après, en Afrique subsaharienne, je sais pas. Parce qu'en fait, soit tu vas avoir des personnes qui vont avoir énormément de niveau, soit il n'y a pas du tout de niveau. En fait. Côte d'Ivoire, je crois, non? J'en ai vu quelques-uns au Côte bench. d'Ivoire. Mais le problème là, c'est que niveau genre plan de match, etc., c'est vraiment 0. Genre là, j'en ai vu 2-3 d'Afrique et je crois qu'ils ont bullé les 2 ou un des 2 a bullé. Ils commencent avec des barres au-dessus de leur max, limite. Ah oui. C'est beaucoup moins professionnalisé que chez nous. Okay. Mais par contre, niveau potentiel, c'est incroyable. C'est énorme. Ouais, bah oui. Mais genre, bon, si du coup après derrière ils font n'importe quoi. Je crois qu'il y avait une fille, je sais plus quelle KT, close grip, aucun pontage, elle était à 110-120. Ah oui. Mais 0 technique du coup. Il y a c'est un Algérien qui est très très fort en 105, qui fait les mondiaux depuis plusieurs années avec un énorme bench. Mais il était à bench Sheffield. de oui, il était à Sheffield. Ah ouais. Il parle français en plus. Ok. Mais oui. Après en termes de matos, c'est totalement différent. Forcément, les moyens sont plus bas. J'arrivais pas de matos calibré, tu nous disais. Non, pas de matos calibré, barre d'haltéro, bumper, chandelle et en chauffe. En fait, en chauffe, t'avais un rack. Mais les racks qu'on trouve en salle avec les... Attention, ne me défie pas parce que j'ai une anecdote et tu seras pas pire que moi en France. Tu l'as pas déjà sorti la dernière fois? Si, il a déjà... Le banc? Je vais le redire, ne le dites pas. Avec les sécu déjà, les racks déjà pré-mis là,
Et donc, tu avais un rack comme ça et tu avais un hack squat. Pour t'échauffer au squat. Pour t'échauffer au squat, t'avais un hack squat, t'avais une Smith Machine, quoi. T'as mis combien? Pas un hack squat, pardon, une Smith Machine. T'as mis combien la Smith Machine? Non, je suis pas à la Smith Machine, je t'ai merdé pour aller sur l'autre. Ouais, je m'échauffe sur un leg extension avant mon max. C'est ça. Donc, ouais, compliqué, mais voilà, ce que je me dis, c'est que c'est positif aussi pour la suite. C'est les débuts, hein. C'est le début. En France, il y a 10 ans, c'était pareil, je suppose. Même il y a 5 ans. Avant, non, quand même. En France, ça ouais, fait mais 30 ou 40 ans qu'il y a du bon matos, mais pas autant. Ouais, mais pas un Smith Machine. Oui, non, faut pas abuser. Mais comme tu dis, ta fameuse anecdote avec le banc, etc., c'était il y a pas si longtemps que ça au final. C'était il y a 6 ans, ouais. Ça dépend des clubs et des orgas. Ah oui, c'est ça. Bon, et du coup, en parlant d'organisation, moi je vous lance sur un autre sujet. Organisation, rythme de vie professionnel et productivité. Essayer de faire le lien un petit peu entre tout ça. Car finalement, c'est des questions qui reviennent assez souvent sur les réseaux, quand on peut forcément montrer un petit peu ce qu'on fait lors de nos journées, les différents rythmes qu'on a. Ça va être intéressant d'en parler parce que on a un peu 2 teams entre Momo et moi, et toi et Ludivine. Du coup, ça va être intéressant, je pense, d'exposer un petit peu comment on organise nos journées, pourquoi on fait ces choix de se lever à telle heure ou se coucher à telle heure. Et du coup, je pense que ça peut intéresser pas mal. Mehdi, j'aimerais bien que tu nous exposes ton rythme de journée, et comme ça, après, on compare avec Mohamed. Vas-y. Alors, moi... À quelle heure te lèves-tu? Justement, vu que j'ai pas un rythme de sommeil très stable, on va dire, j'ai toujours un peu de mal avec le sommeil, avoir un bon rythme. Pas parce que je fais je sais pas quoi la nuit ou quoi, juste j'ai une qualité de... Attention. Une qualité de sommeil vraiment très, très mauvaise, malgré tout ce que je mets en place, etc. Du coup, j'arrive quand même à me coucher aux alentours de minuit. Rarement avant minuit, mais entre minuit et 1h. Et du coup, je mets pas de réveil par contre, parce que vu que ça varie énormément, je préfère avoir une bonne qualité et avoir au moins 8 heures de sommeil. Du coup, je me réveille entre 8 et 10 heures en général, donc sans réveil en fonction de ma nuit. Après, je travaille en général du moment où je me réveille jusqu'à mon entraînement. Donc je m'entraîne tous les jours entre 13 et 14 heures. Donc ordi, enfin surtout les retours. Moi je fais les retours sur le téléphone, donc que tous les retours, etc. Donc en général, entre 2 et 3 heures de retour jusqu'à mon entraînement. Et là, je fais en sorte d'avoir tous les retours en général de la veille qui sont faits. Comme ça, je vais à l'entraînement, l'esprit tranquille, et je sais que j'ai vraiment aucun retard, etc. Parce que l'entraînement, s'il dure 3-4 heures, après tu rentres, tu fais à manger, tu te douches, etc. Je rentre, il est 17h30, 18h. Donc si j'ai pas fait les retours de ceux qui sont à 20h, par exemple, etc., c'est compliqué. Donc les retours, entraînement, je rentre, je fais ce que j'ai à faire, etc. Là, je fais la deuxième session de retour. Pareil, en général, 1h30, 2 heures. Et que là, en général, du coup, j'ai fait tous ceux du matin. Donc entre, 8h et jusqu'à mon entraînement, donc 16h par exemple. Quand tu termines tes phases de feedback, t'en as pas en cours, quoi. T'es à jour à chaque fois quasiment. Oui, c'est ça. Et du coup, forcément, après, ceux qui s'entraînent le soir, etc., ils t'envoient les retours à 20h, 21h. Je m'impose pas de limite en termes de durée. Genre la nuit, je peux travailler à 22h, 23h par exemple, vu que je me couche assez tard. Et donc je fais cette deuxième session de travail. Après j'en fais une troisième, mais un peu au feeling, là en fonction du nombre de retours que j'ai, etc. Mais du coup, pour aller plus précisément sur les retours, je varie un peu la façon dont je travaille. Avant, je faisais par exemple une session de 30 à 45 minutes non-stop, le travail, etc. Sauf que vu que je me lasse assez vite, là j'ai changé. Par exemple, je fais 3 à 4 retours. Je fais 5 minutes de pause et je fais ça pendant 4, 5, 6 fois. Et après, je fais une grosse pause et je repars là-dessus. Et quand tu fais ta pause, tu regardes les réseaux, tu fais autre chose? Ouais, je réponds en général aux messages sur Instagram, des trucs comme ça, classiques. Tu pourrais faire des micro-siestes pour optimiser. Des micro-siestes. En faisant 5 micro-siestes en 2 heures. Non, en général, entre les micro-pauses, soit je réponds aux messages sur Insta, ou enfin je fais sur les réseaux, quoi, classiques, au PT, etc. Et pour les grosses pauses, genre je vais marcher, ou je lis, ou je regarde des trucs classiques. Et du coup, ça me fait 2 grosses sessions et une session, on va dire, intermédiaire. Et là, du coup, tu nous as parlé des feedbacks. Pour les progs, est-ce que tu décides de faire toutes les progs, par exemple, sur un jour de la semaine, ou tu vas intercaler des programmations, par exemple, de le lundi, de le mardi? Non, avant, je faisais tout le même jour, je fais le samedi. J'envoie toutes les progs, moi, le dimanche. Mais là, il y a des semaines, j'ai 25 progs, donc forcément impossible à tout faire en une journée. Là, en général, moi, le mercredi, c'est mon jour de repos.
Donc je fais 0 retour, mais par contre je fais des progs, je fais des trucs pour répéter, etc. Juste je fais 0 retour. Et du coup en général le mercredi je commence à mettre en place les premiers plans. Donc je fais quelques plans de prog, etc. Le jeudi là je commence à faire les progs. Et après jeudi, vendredi, samedi, dimanche. En général j'étale ça sur la semaine si je peux. Et vu que la plupart des week-ends en plus on est souvent en déplacement, etc., je fais en sorte que samedi, midi, tout soit à peu près fait et que le reste ça soit des petits changements, etc. Mais en général, ouais, entre mercredi et vendredi, je fais toutes les progs. Donc je récapitule, lever au hasard. 9h, 10h. Ouais. Ensuite, 3 heures de boulot, entraînement, 2 heures de boulot, manger. Et 1 heure de boulot. Voilà, au hasard un peu. Mais est-ce qu'il y a des moments dans ta journée où tu décides d'apprendre quelque chose, te relaxer ou pas? Non, j'ai plus le temps d'avoir des hobbies autres. Mais du coup, juste, je vais marcher, je fais ma marche avec un podcast. Et après, pendant les petites pauses, je regarde des vidéos, genre podcast, pareil, de ce style-là. Avant, j'avais le temps de rajouter, par exemple, apprentissage du japonais ou des trucs comme ça. Là, quand j'ai le temps, je le fais, mais beaucoup moins fréquemment. Et sinon, juste je lis. Que rien de particulier à part ça. Il faut qu'on leur parle de notre futur hobby, Momo. Ah oui. Nous allons tirer. Faire du tir. Nous allons utiliser les fusils. Ouais. Pour ensuite s'en servir en compétition contre les athlètes qui ne nous écoutent pas. Allez. C'est pas encore ce sujet, calme-toi. Ok, donc là, on a plutôt le réveil, on va dire, tardif et du coup coucher plutôt tardif aussi. Et tu disais tout à l'heure que tu avais des soucis de sommeil, d'endormissement, etc. Moi, je t'ai connu avec un rythme qui n'était pas celui-là. C'était pire. Oui. Est-ce que tu peux juste évoquer à quelle heure tu te couchais? Quand tu sais, quand tu te réveillais de ta sieste à 1h du matin? Ah oui. Non, en gros, si je m'endors en fait avant 23h, parce que j'ai déjà essayé de prendre de la mélatonine, magnésium, etc. Enfin, j'en prends encore actuellement. Mais quand je me force à me coucher avant 23h, en gros, je sais pas, je me couche à 22h, je vais me réveiller, il va être minuit, 1h. Et là, je vais être réveillé pendant 3-4 heures, et après, c'est catastrophique. C'est magique, oh, il a envoyé des messages sur le groupe, 1h du matin, je me réveille de ma sieste. Ouais, mais ensuite, j'ai discuté, et moi, je me réveillais vers 5-6 heures. Du coup, je discutais un petit peu avec lui quand moi je me levais, et où lui, il était pas encore couché. Et après, je repartais m'endormir. Ah oui. Mais là c'est dur. Là, en vrai, tu te sens. T'es éclaté, non, dans tes journées? Ah oui, normal. Bah oui, ouais, ça doit être. Non, mais parce que tu peux. C'est bien d'en parler, parce que tu peux très bien avoir le même nombre d'heures de sommeil. Ah oui, non. Tu pourrais très bien dormir 8 heures, mais comme ça. Ouais, non, niveau qualité, ça n'a rien à voir. Mais même là, actuellement, par exemple, si je me couche à minuit, ça m'arrive très souvent où je vais me réveiller à, je sais pas, 3-4 heures, et pendant 1h30, 2 heures, je vais pas pouvoir m'endormir, et après, du coup, je me rendors. Mais la qualité, du coup, elle est vraiment... ouais. Et ça, tu penses que c'est dû à quoi? Tu l'as toujours eu ou... Oui, à peu près toujours. J'ai quand même réussi à atténuer ça, mais c'est toujours un peu présent, quoi. Et qu'est-ce que tu as mis en place pour essayer de l'atténuer? Parce que je pense que ça peut aider. Il y en a pas mal qui sont dans ce cas-là. Mais j'en ai parlé un peu en story, etc. Mais déjà, les compléments. Ce qui marche beaucoup, là, c'est mélatonine. Ça a toujours fonctionné. Là, en termes d'endormissement, de réussir à s'endormir plus rapidement. Couplé au magnésium ashwagandha, ça c'est plus pour la qualité. Sur NutriPure, vous avez du magnésium bisglycinate combiné avec de la taurine et de la vitamine B6 pour améliorer son assimilation. Donc n'hésitez pas à aller sur NutriPure avec le code Alexis10, merci. C'est faire ta pub, j'en ai pas besoin moi. Sinon je peux pas mettre le plein dans ma voiture sinon. Non, du coup ces 3 compléments, moi ça m'a bien aidé. Et après, sinon, c'est plus, on va dire, pour réussir à poser le cerveau et le mettre en off. Donc là, c'est plus visualisation que je fais très souvent, que ce soit entraînement ou autre, pour les objectifs perso. Méditation, respiration, des trucs comme ça, pour essayer de mettre le cerveau en pause et réussir à s'endormir plus facilement. Et après, le classique, couper les écrans assez tôt, etc. Là, du coup, ce que j'essaye de faire, c'est une demi-heure avant de commencer à m'endormir, vers les 23h30, un truc comme ça. J'éteins tout et je commence à lire avec une lumière qui est pas trop, pas trop forte. Et du coup, ça me permet de me casser direct. Au bout de 10 minutes, en général, je commence à m'endormir. Donc toi, tu lis plutôt le soir? La dernière, oui. Sinon, je lis aussi la journée. Mais... Vous lisez le soir ou pas avant de dormir? Pas en ce moment. J'essaye. J'y arrive absolument pas. Ah ouais? Non. J'ai pas envie. En fait. J'ai pas envie. Ah. Et en plus, le fait de lire, pour moi, c'est plus presque une contrainte plutôt qu'un plaisir. Ok. Du coup, même poser ça avant de dormir, ça m'énerve. Ouais. Et en plus, j'ai envie de dormir.
C'est ça. Donc je suis pas confiant. Exactement ça. Là, en gros, c'est ma lecture pour m'endormir. Genre, je vais pas lire pendant une demi-heure. Quand je lis, en général, j'ai une demi-heure, 1 heure. Là, je lis du coup avant de dormir, ça m'endort. Ok. Mais Bon. du coup, ouais, tout ça qui est mis en place. Et du coup, là, en vrai, j'ai un rythme correct. Juste, il y a certaines nuits qui sont plus compliquées. Et qui est surtout affecté par les gros entraînements avec les grosses hype, caféine, etc. Mais ça, c'est un choix après que je fais. Donc, genre, je sais que quand je vais avoir une grosse séance et que je vais me hype, etc., je sais que la nuit d'après, les 2 nuits, ça va être impacté. Après ça, je pense que c'est pour tout le monde en vrai. Plus ou moins affecté, ouais, mais... Moi, je sais que, en termes de caféine et tout, je cycle. Ouais. Moi, la caféine, je la cycle. Et tu fais comment Bah, en concrètement gros, sur un bloc de 4 semaines sur par un bloc exemple? de 4 semaines, la première semaine, 0 caféine. La deuxième semaine, 1 café par jour. Troisième semaine, j'en bois 2. Enfin, j'en bois 1 le matin, 1 avant l'entraînement. Quatrième semaine, sans limite. Oh, libre. Tant que je sais si j'ai envie d'un café, je bois un café. Après, Et moi, après, je bois 0 café dans la journée aussi, enfin, dans la vie même, de façon générale. Ludivine, tu fais comment avec ta caféine? Moi, la Depuis caféine, que tu en prends plus de 2 grammes par jour. Là, la caféine, ouais, c'est pareil, je fais un peu comme Momo, je cycle un peu. En fait, ça dépend. Ça dépend. Mais là, je suis sur des blocs qui sont quand même tout le temps bien dans l'intensité, donc j'en prends tout le temps. Mais sinon, ouais, je faisais pareil avant. Pareil, pas de caféine sur la première semaine, et après, j'augmentais tranquillement jusqu'à la dernière. Et quand vous dites, par exemple, tu as dit la semaine 2, j'ai 2 cafés, toi, du coup, tu es en train d'augmenter sur la semaine 2, semaine 3. Mhm. Tous les entraînements, par exemple, si tu prends 100 mg, tu prends tous les entraînements 100 mg ou pas? De ta semaine 2, moi, par perso, exemple? moi, non plus. Non, bah, par exemple, Que sur les en entraînements semaine principaux. 2, j'en bois. Même pas. En semaine 2, je bois juste un café le matin. Ouais, ou admettons la semaine 4, là où tu as de l'intensité. Si tu as 5 entraînements, tu vas prendre ta caféine à la même dose sur les 5 Non. fois de la semaine? Non, que sur les. En gros, les lifts principaux. Sinon, en fait, admettons, j'ai un squat lourd et un terre lourd. Là, je vais prendre la caféine. Sur ces 2 séances-là, je vais prendre la caféine. Mais si après, c'est sur des lifts secondaires et tout, là, je la prendrai pas avant. Je la prendrai toute la journée, mais pas avant. C'est juste mon propre plaisir. Moi, je fais pareil. Ouais, je fais comme ça aussi. Moi, je bois pas de café, mais la caféine, pareil, je la prends que sur... j'ai un gros SBD le lundi, donc SBD le lundi. Et après, avant un gros squat le jeudi et avant un gros terre le samedi. Mais ça, c'est bien comme répartition parce que t'as lundi, jeudi, samedi. Donc t'as à minima un jour entre les séances. Fois, ouais. Parce qu'il faut tenir compte d'un truc, c'est qu'il y a des interférences. C'est-à-dire que si tu montes à 400 mg de caféine sur ton entraînement le lundi avec du squat principal et que t'as ton terre principal le lendemain avec 400 mg et le mercredi t'as ton bench principal et tu reprends 400 mg, le jeudi pose 3 RTT pour les jours d'après, quoi. Un rampant. Ok. Bon, ça marche pour la caféine. Moi, je suis plutôt d'accord avec la mélatonine aussi. Ça peut aider, mais par contre, je pense que c'est bien de le cycler aussi. Oui. De prendre soit 0 dose, soit augmenter ta dose après un gros entraînement quand tu as du mal. Et globalement, il y a pas mal de compléments qui réagissent bien à ça. Donc, le fait de cycler les compléments, ça peut être intéressant. Après, la mélatonine, en général, une fois que tu en prends 3-4 jours d'affilée, en général, tu es censé reprendre un rythme normal. De base, c'est utilisé pour ceux qui sont en jet lag, etc. Donc, c'est cyclé, quoi, de base. Moi, j'en prends pas tout le temps non plus. Tu te rappelles, il y a un certain format de mélatonine qui est plus assimilable. Je sais pas si tu as déjà regardé ou pas. Non. Toi non plus? Je crois que c'est le 5-HTP, mais je suis plus sûr des lettres. Je sais pas. Je vous renvoie vers Flo Blanc, si vous voulez. C'est le maître de la mélatonine. Mais je crois que c'est le 5-HTP qui est beaucoup plus assimilable. Et il y a des personnes qui avaient 0 effet avec de la mélatonine qu'on trouve dans le commerce. Ouais. Et en prenant le 5-HTP, ça marchait du feu. Donc c'est important. Savoir, ça. De toute façon, c'est comme tous les compléments en fonction de la qualité. Oui, après, dans tous les cas, c'est comme tout. Non, mais des fois, tu peux avoir des bonnes qualités, mais pas... C'est le format. Ouais, ou que la personne réagisse pas à ça, tu vois. Genre les magnésiums, on sait que le bisglycinate et le citrate, c'est dans les plus biodisponibles, ceux qui s'assimilent le mieux. Et t'en as qui réagissent pas du tout au citrate et qui flinguent la digestion, et le bisglycinate fonctionne bien. Okay. Là, j'en ai entendu parler du tréatate, un truc comme ça, pour le sommeil justement, dans un podcast de je sais plus qui parlait d'un combo. C'était quoi? Je sais plus, 2 trucs différents, plus du coup le magnésium, et du coup ce type de magnésium très précis, tréanate, tréatate. Je regarde ça. Ah ouais. Momo, est-ce que tu peux
nous donner un petit peu ton rythme de journée? Parce que là, on a vu Mehdi. J'aimerais bien voir la différence avec toi. Alors, vas-y. Théanine, apigénine et ODR8, mais ça n'a rien à voir. Attends, là, les deux noms que t'as dit, c'est deux magnésiums différents? Non, c'est deux... Il a calé son ODR8 comme ça. Là, c'était dans les trucs deux compléments, plus du coup la tréatate, je crois. Tréatate. Non, il faut dire aussi, il fait hyper chaud là. On s'est enfermé pour le bruit, là, j'en peux plus. Profitez-en, ça s'appelle, du coup, on en parlera après, c'est l'optimisation. On est en train de faire un sauna et un podcast. Exactement. Chaleur. Momo? Alors, reprenons le cours normal des choses. S'il vous plaît. Ma journée. En gros, je me lève entre 5h et 5h15 le matin. Complètement crazy. Complètement crazy. Je me lève entre 5h et 5h15 le matin. Je prends mon petit déj. Je fais mes retours jusqu'à 6h30. Parce que généralement, je coach de 7h à 9h. Donc, en présentiel. En présentiel, ouais. Donc, je coach en présentiel aussi. Des petites mamies. Donc du coup je me lève entre 5h et 5h15, je prends mon petit déj, je fais mes retours jusqu'à 6h30. Généralement les retours que je fais jusqu'à 6h30, je finis tous ceux qui sont entraînés après 20h. Généralement j'en ai 3-4, donc tous ceux qui sont entraînés après 20h, parce que je fais les retours jusqu'à 6h30. Après à 9h je rentre, soit je bosse les cours, je bosse mon mémoire. Soit je relaxe un peu. Oui, parce que Mohamed est le plus intelligent d'entre nous. C'est moi. C'est bien, hein. Mohamed passe son master. Ouais. Bientôt terminé. Bientôt terminé, enfin. Donc après, je rentre, il est 9h30. Soit je reste un peu à la salle pour voir un peu les adhérents et tout. Soit je rentre direct, je prends ma collation. Donc soit je bosse ou alors je me détends. Après à midi, en fait le mardi midi, le mercredi midi et le vendredi midi, j'ai rugby. Donc je vais à la muscu voir mes rugbywoman. Parce qu'il est préparateur physique en plus. Préparateur physique, ma chère aussi. Le nombre de casquettes. Oh là là, j'allais dire le nombre de casquettes à son arc. Ouais. C'est beau, c'est la fatigue, c'est la chaleur. Non, c'est bien. C'est la chaleur. Donc donc je mange, soit je mange au rugby, soit je mange à la maison. Et après, généralement, je m'entraîne vers 14h30, 14h30, 15h. À cette heure-là. Ouais, il y en a un de nous deux qui ment. Non. Alors là, non. Je m'entraîne vers 14h30, 15h, sauf pendant le ramadan, où je m'entraînais le matin. Merde, j'en étais où? 15h, tu t'entraînes? Voilà, 15h, je m'entraîne. Après, quand je rentre, je fais les retours de ceux qui sont entraînés le matin et début d'après-midi. Et après je refais une deuxième session retour à 20h et je me couche vers 22h30 max. Donc 3 sessions retour. Ouais, 3 sessions retour. Ok. Du coup, il faut aussi préciser que nous, on n'a qu'un seul type de suivi, c'est le suivi journalier. Ouais. Et du coup, c'est retour sous 24 heures. Désormais. Voilà. Avant, on faisait de l'hebdo. Mais c'était il y a bien longtemps déjà. On a même fait du mensuel. Ouais, ça a duré. Tout début. Et on faisait des retours par mail. Ouais. C'est vrai? Ouais, c'était il y a 3 Le mail, ça doit faire 4 ans qu'on ne le fait plus. Et l'hebdo, les tout derniers, je pense que c'était il y a 1 an et demi. Ouais, à peu près. Donc full journalier. Ok, deux visions différentes. Ludivine, est-ce que tu as des choses qui diffèrent par rapport à Mehdi ou c'est à peu près la même chose? Ouais, c'est à peu près la même chose que Mehdi quand même, parce que je me couche à peu près aux mêmes heures. Dans tous les cas, c'est pareil. J'ai un rythme du sommeil qui est un peu pourri. Et c'est depuis toujours toi aussi ou pas? Non, c'est par période, mais là, depuis que je suis chez OPT et depuis que j'ai des gros entraînements, ouais, c'est de pire en pire. Depuis qu'elle fait des singles tous les jours, en fait. Depuis que je fais des singles, c'est bon, je vrille. Mais ouais, non, c'est à peu près pareil. Enfin, je me couche vers 23h30. Après, pareil, je mets pas de réveil. Enfin, pas de réveil. Si, j'en mets un, mais on va dire que c'est l'heure limite à laquelle je sais que si je me lève après la journée va être trop speed. Donc je mets un réveil, mais généralement, pour au moins avoir 9 heures de sommeil à peu près. Mais généralement, je dors... je le mets à 9 heures. 9 heures le réveil. Ouais, ça va. Donc si je dors bien, techniquement, je fais une bonne grosse nuit, mais vu que c'est jamais le cas, généralement, je dors 8 heures.
Et après, pareil, je me lève. Première chose que je fais, c'est faire mes retours pendant bien 2 bonnes heures. Pareil, je me fixe pas de limite. En fait, c'est par rapport à si j'ai beaucoup de travail ou pas. Dans tous les cas, s'il y a du travail à faire, je le fais. Je déborde un peu. Après, j'aime bien prendre du temps le matin maintenant pour écouter des podcasts. Aller marcher, écouter des podcasts. Ça, j'aime bien le faire. Après, entraînement de 14h à, à 19h. Pas d'heure. Donc ça, déjà, ça prend du temps. Et après, pareil, le soir, retour. Mais je fais mes retours en marchant. Généralement, je fais mes derniers pas parce que je fais entre 12 000 et 15 000 pas par jour maintenant. Je me force à faire autant de pas. Et du coup, j'en profite. Je fais mes retours, mes derniers retours en même temps. Ouais. Je tiens à dire que je vois Ludivine arriver lors de mon coaching. Donc, quand je le termine, vers des fois 11h. Ouais, des fois, je vais matin aussi, ouais. Ensuite, moi, j'ai le temps de rentrer, manger, faire un autre coaching, dormir, me réveiller, me préparer, et venir à la salle, m'entraîner, et elle part généralement à peu près en même temps que moi. Oui, c'est très très long. Et elle a 3 séances SBD dans la semaine. Ouais. Elle s'entraîne donc pendant 6 heures. Je m'entraîne au moins bien 20 heures par semaine, là, oui, en ce moment. Par contre, il y a un truc, du coup, moi, que j'arrive pas, c'est vous faites beaucoup vos retours en marchant. Moi, impossible. Genre, j'arrive pas à me concentrer sur l'athlète, son mouvement, etc. Marcher et écrire. Ça, c'était problème psychomoteur. Alors, je pense. Franchement, faudrait me filmer un jour parce que j'ai l'air d'un fou. C'est-à-dire que je marche, donc j'écoute dans mes AirPods Pro 2. J'écoute le vocal. Puis ensuite, quand il y a un truc vraiment technique qui me saute aux yeux, en fait, je m'arrête. Ouais, je fais pareil. Ouais. Sauf que je pense que sur 1 heure de marche, je dois m'arrêter peut-être 30 fois. Eh ben oui, du coup. Ça peut être très très drôle à filmer, tu vois. Non, moi, j'arrive pas. Mais ouais. Non, après, il y a des moments où je préfère les faire sur l'ordi et des moments où ça me dérange pas de les faire en marchant. Et en fait, je me rends compte que mon trajet, je le connais tellement par cœur que je regarde que mon téléphone. Ouais, bah oui. Au bout d'un moment, quand tu fais toujours le même. Nouvelle génération, super. Sur les retours, je sais qu'au moins 2 fois par semaine, j'essaie de le faire à l'extérieur. D'aller dans un café, en fait, de changer d'environnement. Ah oui, on en avait parlé de ça, c'est pas mal. Moi, j'aimerais bien le faire pour les programmations. Mais en fait, la dernière fois, j'y ai pensé et je me suis dit, je suis tellement efficace quand je suis chez moi. C'est ça, Sarah, quoi. Avec plusieurs écrans. Rigole pas. Avec plusieurs écrans, je vais beaucoup plus vite. Et si je reprends juste mon ordi classique, je me rends compte que, je sais pas, je pense que je dois mettre peut-être 10 ou 20% de temps en plus. Et ouais. Et ça va vite par prog. Mais quand il passe, je sais pas, 10 ou 15 heures par semaine. Ça Après, par exemple, moi, sur les retours, je sais que des fois, sur les retours, je change d'environnement. Soit, je sais que marcher, j'ai du mal. Quand je suis déjà essayé d'aller au CRES marcher, au bout d'un moment, je me suis assis, je me suis dit, c'est bon, c'est chiant. Ouais. Parce que toi, je sais que tu réponds que à l'écrit. Ouais. Toi? Ça dépend. Et toi? Ça dépend aussi des athlètes. Répondez-moi au lieu de me dire ça dépend. Plus vous faites écrit. plus à l'écrit ou plus en vocal? Plus écrit. Plus en vocal. Plus en vocal. Ouais, toi, vocal, vidéo. Moi, tout. Mais c'est sûr que à l'écrit, si tu fais que à l'écrit, en marchant, c'est super chiant. Tu fais que bouger. Et t'es obligé de regarder vraiment que ton téléphone. Oui, mais franchement, moi, ça va. Je suis beaucoup plus précis. T'as un 3e œil. Ouais. Moi, je suis beaucoup plus productive en marchant et en étant dehors. Hein. Sinon, à la maison, c'est un enfer. Moi, je me dis déjà que les journées sont denses. Si, je sais pas, tu dois marcher 1 heure en plus de ce que tu fais, autant que ça soit 1 heure où t'es en train de répondre, tu vois. Oui, parce que sinon, t'es obligé de prendre 1 heure encore en plus. Et si dans ta marche, tu ne fais rien. mais justement, c'est du temps de perdu. Genre, dans l'objectif de toujours être productif, etc., même si c'est pas forcément optimal pour le long terme. Moi, du coup, la marche, je la fais, mais j'essaye d'écouter un podcast. Mais ça, c'est bien. En même temps, essayer de faire un truc genre optimal. Soit j'écoute un podcast, soit je fais ma visualisation pour la grosse séance d'après quand j'ai ma grosse séance, etc. Oui, c'est pas juste. Moi, les podcasts, je les écoute pendant les progs. Et j'arrive à me concentrer sur les deux. Ça, j'ai du mal. Et tu vois, c'est bien de confronter parce que toi, t'arrives pas à faire les retours en marchant. Nous, on y arrive. Par contre, t'arrives pas à écouter les podcasts quand tu fais des progs. Enfin, j'y arrive au début, justement, même il y a très longtemps, il y a 10 ans, etc. Genre, j'étais dans l'objectif de faire le maximum de trucs en même temps pour optimiser et tout. Sauf qu'en fait, j'ai vu que je préfère être 100% focus sur un truc et après faire autre chose, etc. Plutôt qu'essayer de faire un peu tout en même temps. Et se perdre un peu. En fait, le truc, c'est qu'il faut pas que la qualité de la tâche à accomplir soit dégradée parce que tu l'enchaînes avec quelque chose d'autre. Moi, je sais que le fait d'écouter un podcast,
en faisant ma prog, je pense que ça a même l'effet inverse. C'est-à-dire que peut-être au bout de 5, 6, 7 prog d'affilée, je vais peut-être avoir tendance à me lasser. Et donc me perdre un peu dans mes idées ou scroller sur mon téléphone ou quoi. Alors que sur le podcast, je m'enchaîne des fois 2 podcasts de 2 heures. Et je reste dedans et j'ai envie d'y rester parce que j'ai envie d'écouter le reste. Et ça me permet d'être... je sais pas, plus serein et j'arrive mieux à réfléchir sur la programmation. Et t'arrives à intégrer le podcast ? Alors, par contre, c'est pas des podcasts super techniques. Okay. Tu vois, ça va être ce que j'aime bien écouter en ce moment, c'est des récits de guerre ou des combattants, des choses comme ça. Il fait son intéressant. Tu veux que je te dise quoi ? Non, vas-y. Et donc, y a pas matière à réflexion plus que ça. Ça n'a pas un rapport avec la FA. C'est comme si tu lis un conte ou un roman, c'est du divertissement. Et à côté de ça, tu as un livre scientifique ou sur les neurotransmetteurs, tu vois, tu es obligé de réfléchir là-dessus. Donc je pense qu'en fait, il faut choisir ton écoute ou ta lecture en fonction de la tâche que tu veux faire à côté. Parce que justement, ce que j'allais dire, moi j'écoute que des podcasts genre où t'apprends des trucs, où c'était dans la réflexion, etc. Du coup, j'arrive pas à, en plus en anglais généralement, du coup à intégrer ce qu'il dit, qui est en général souvent en plus assez poussé, etc. Plus faire les progs, réfléchir en tout même temps. Les podcasts ou en mode interview, des trucs comme ça, je pense que... Ça, c'est un truc aussi qui nous diffère, j'y pense, l'apprentissage. Toi, je sais que t'aimes bien, du coup, être dans l'apprentissage de manière constante et quotidienne. Donc écouter des podcasts, regarder des vidéos, lire des choses au quotidien dans tes moments off sur la journée, etc. Vous nous direz ce que vous faites après. Mais moi, par contre, pas du tout. C'est-à-dire que je peux rester genre peut-être 2 semaines, 1 mois, 2 mois, où je me dis là, c'est pas un moment où je dois acquérir de nouvelles connaissances. Je mets en œuvre ce que je sais déjà. Et c'est pour ça que je vais réserver peut-être 1 ou 2 semaines dans l'année où pendant 1 semaine d'affilée, je pars et je fais une formation. Et je fais que ça. Et ce qui me fait beaucoup apprendre aussi, c'est quand on prépare les séminaires avec Florent. Là, pendant les séminaires et quand on les prépare, je suis obligé de m'instruire. Parce que je vais aller chercher et gratter des thèmes. Et même d'un séminaire à l'autre, si on refait le même, on va vouloir l'améliorer et donc rechercher d'autres choses. Et c'est là où je vais essayer d'acquérir de nouvelles connaissances. Mais par contre, quand je suis dans le boulot, je cherche pas forcément à m'instruire plus que ça. Moi, en gros, c'est mon... Pas le hobby, parce que c'est abusé, mais genre mon temps libre, quoi, en fait. Je le mets là-dessus, autre que genre les jeux vidéo, des trucs comme ça. Parce qu'avant, moi, je jouais énormément pendant mon temps libre, etc. Mais là, vu que j'ai pas le temps, je préfère le peu de temps que j'ai le mettre à disposition pour ce genre de trucs plutôt que genre Netflix ou des trucs comme ça. Vous avez tendance à utiliser votre temps libre pour justement apprendre des choses ou juste te relaxer pour être plus performant dans la tâche que tu vas accomplir ensuite et comme moi par exemple donner un temps spécifique à la formation. Ça, moi je le vois plus comme des périodes en fait où par exemple il va y avoir une formation dans 2 semaines. Là, je sais que pendant cette formation je vais être full concentré dessus, mais je vais avoir du mal à intégrer de l'apprentissage tous les jours. Voilà. Ouais, non, moi je suis plus dans le... Enfin, c'est par période, mais là en ce moment je suis plus dans le tous les jours. Tous les jours podcast, tous les jours Là j'ai acheté plein de livres de développement personnel, de plein de choses sur plein de sujets différents. Et tous les jours du coup je me force à lire un peu et non, ça j'aime bien. Ce serait pas ton athlète, elle ? Et en plus, elle y met livres et en anglais. Oui, en plus. Attention. Bravo madame. Je me suis mis au podcast en anglais aussi, attention les gars. C'est beau. Uberman. Ouais. Très bon choix. Non, c'était bien. Raconte-nous tout... Raconte-nous respire. Raconte-nous toi tes journées du coup. Non mais je vais pas. Par rapport à Mohamed du coup. En vrai, ça ressemble à Momo. Réveil à 5h et le coucher c'est vers 23h à peu près. Par contre, ce qui diffère et que personne n'a évoqué, c'est que moi je fais la sieste. Sinon, je peux pas du tout tenir le rythme et je suis absolument pas productif. Avec 5h30 ou 6 heures de sommeil dans ma nuit, c'est beaucoup trop court. Donc voilà, ce qui diffère de Momo, c'est que je vais faire la sieste vers midi et je vais dormir entre 1h et 2h. Mais du coup, pourquoi tu fais pas de sieste et tu dors plus le matin ? Parce que dans tous les cas, j'arrive pas à me coucher déjà plus tôt. Donc je suis obligé en gros, je m'endors quoi qu'il arrive vers 23h. Et moi, comme Mohamed, du coup, j'ai les coachings présentiels. Et j'ai mes clients qui sont là à 6h30. Donc dans tous les cas, il faut que j'y sois. Et ça, c'est des clients qui n'ont pas le choix. C'est des
des PDG, des postes à responsabilité, et c'est soit on se voit à 6h, soit on se voit pas du tout, parce qu'après eux ils terminent à 22h et c'est foutu. Donc d'où l'intérêt de me lever tôt, et quand je les coach pas, en fait j'essaie de garder le rythme et je me réveille quand même à 5h, parce que j'ai remarqué que même si tu fais réveil à 5h quand tu coaches en présentiel et réveil à 6h ou 6h30 quand tu coaches pas en présentiel, eh bien le fait de me dérégler d'une heure ou deux, ça me crame complètement. Okay. Donc je préfère toujours me lever à 5h et toujours faire ma sieste de 1 ou 2 heures plutôt que changer tout le temps. Puis honnêtement, moi je sais que je suis beaucoup plus productif le matin que le soir. Par exemple, Margot, c'est l'inverse. Elle, c'est quelqu'un du soir, même quand on révise et tout, le soir. Moi, c'est le matin. Je préfère me lever à 4h du matin et réviser et bosser que bosser le soir. Impossible. Moi, c'est le soir. Le soir, je rentre dans une dimension, c'est n'importe quoi. Genre, je pourrais travailler de 22h à 2h du matin, mais je te fais des tâches qui m'auraient duré, je sais pas, 5 heures. Je les fais en 1h30, 2h. Ouais, bah nous, moi, c'est complètement comme Momo, c'est le matin, à fond. Mais je pense que c'est le fait d'avoir aucune distraction en plus. Parce que la journée, le matin et tout, je sais que j'ai les coachings, j'ai les retours, j'ai plein de trucs, même des messages sur Insta et tout. Alors que le soir, les gens dorment. Le matin aussi. Ouais, mais... Non, mais je te jure que il y a 5h et 6h. C'est tellement gratifiant quand t'arrives à 7h30 du matin, t'as fait ton petit déj, t'as fait 1h30 de retour, t'as fait 1 heure de marche et je sais pas quoi, et les gens se réveillent à peine et voient tes messages. Ouais. Et c'est génial. Enfin, moi j'aime bien. Putain, c'est l'impression, des fois, il est 10h du matin, t'as l'impression qu'il est 16h. Ouais, t'as déjà fait tous les trucs que t'avais prévus et tout. Et ça me le fait avec la sieste, je fais 2 journées en une. C'est-à-dire que de 5h à 13h, ça fait déjà une journée, je me recouche 2 heures, ensuite je me réveille comme si c'était le matin, et puis je pars m'entraîner, je refais tout un cycle. Ouais, tu refais tout le truc. Moi, je sais que la sieste, je la fais de temps en temps quand j'en ai besoin. Ça va être peut-être 2-3 fois dans la semaine, grand max. Mais sinon... Et le week-end, vous bossez ou pas? Oui. Ah ouais, c'est là où c'est le pire. Oui, en général. Ouais, c'est là où c'est le pire. En plus, généralement, le week-end, moi j'ai le rugby en plus. Donc des fois on part en déplacement, par exemple quand on est parti à Lille, on est parti le samedi matin, on est rentré le lundi matin, et du coup compliqué mais je pense que... Vous avez tous un jour de repos? Moi depuis janvier là, du coup j'ai mis en place le jour de repos le mercredi, mais en réalité en vrai c'est même pas un jour de repos parce que souvent on a des trucs à gérer pour EPT, on fait parfois les réunions le mercredi, enfin on a toujours des trucs à régler, etc. Du coup à s'occuper. Juste du coup je mets en repos les retours. Parce qu'en vrai, moi, personnellement, c'est ce qui me prend le plus de nerveux, on va dire, faire les retours. Quand t'as plus de 50 ans. Ça, on ne dirait pas, mais le fait d'écouter et lire les retours des gens qui, forcément, sont pas forcément tous les jours positifs, tu vois, t'as plein de... Enfin, vous me direz si vous êtes d'accord, mais sur, admettons, c'est 100% des retours, je pense qu'il y en a peut-être une vingtaine de pourcents sur la même journée où il y a quelque chose qui va pas automatiquement. Ouais. Toi, tu fais un peu éponge en absorbant les problèmes des autres, et ça vide, mais d'une force. Ouais, c'est clair. On s'en rend pas compte, mais ouais. Il y a un côté, comment dire, mental en plus, juste du coaching. C'est cognitif, à fond. Qui est extrêmement prenant, quoi. Donc forcément compliqué. Donc moi, je mets juste du coup les retours en repos, et après, je fais le reste en fonction de ce qu'il y a à faire. Vous, jour de repos? Non. Moi non plus, toi pas de jour de repos, non. Moi non plus. J'arrive pas. Mais c'est ce que j'avais dit à un moment de s'imposer. Non, mais en plus, on avait fait la réunion en se disant on s'impose un jour de repos tous les jours. Mais. Tous les jours. Toutes les semaines. Les vacances. Ouais, j'en ai besoin. Mais toutes les semaines. Et honnêtement, en fait, ça me met trop dans le jus. J'y arrive pas. Par contre, ce que je pourrais arriver à faire, c'est comme toi, pas de retour et bosser sur autre chose. Ouais, voilà. Parce que là, à l'heure actuelle, si je fais la part du travail que je dois fournir, je pense que les retours et les progs, ça doit représenter 60%, et tout le reste c'est réseau, association OPT, séminaire, préparer les autres échéances à venir, des projets et franchement ça représente un taf de fou, vraiment de fou. Ok, bon je pense qu'on a fait le tour de ce sujet. Juste au niveau du jour de repos, du coup, moi, parfois, je regrette le lendemain d'avoir pris, parce que forcément, t'as le mercredi, t'as, je sais pas, on va dire 40 retours. Les 40 retours, tu dois les faire le lendemain. Et les 40 retours qui te prennent, je sais pas combien d'heures de
de travail, mais du coup ça s'accumule juste sur la journée le jeudi. Du coup j'aurais dû quand même bosser et tout, donc c'est pour ça que mais tu peux pas tenir tout le temps comme ça. Exactement. Et j'ai pris 3 jours là. Ouais. J'ai pris 3 jours, donc on pourrait se dire ça va c'est rien. après ma compétition. J'ai mis, j'ai calculé, hein, j'ai mis 12 heures pour rattraper tous les retours qu'il y avait en 3 jours. C'est énorme. Et l'année dernière, quand je suis revenu de la Réunion, j'avais coupé 11 jours et j'avais, je sais plus combien j'avais dit, 1500 ou 1600 WhatsApp en attente. Oh, wow. Et là, tu fais, ah ouais, est-ce que j'aurais vraiment dû me reposer? C'est le problème. Mais en réalité, t'es obligé quand même. Ouais. T'es obligé quand même. Même si c'est dur au niveau de la reprise, t'es obligé de couper parce qu'au bout d'un moment, bah, comme tout le monde, quelqu'un de normal a 5 semaines de vacances par an, tu vois. Nous, je sais pas toi, mais moi, je prends environ peut-être 30 jours, allez. Bah là, donc ça fait déjà presque que la moitié. Bon, t'es obligé de couper. Moi, j'ai commencé à mettre ça en place juste là en début d'année. Du coup, j'ai pris ma première semaine de vacances, vraiment vacances, rien du tout. Une semaine là. En 5 ans. En 5 ans. Et je vais mettre en place d'avoir au moins, j'ai au hasard, mais prendre 3-4 semaines de vacances dans l'année pour essayer de vraiment couper. Parce que c'est important quand même, même si après, c'est compliqué à la reprise. Mais quand tu travailles à ton compte, en fait, c'est ça qui est compliqué de réussir à couper et se dire les gens vont quand même rester, je pars une semaine, est-ce qu'ils vont pas arrêter d'un coup et tout alors qu'en vrai, l'athlète a 4-5 séances, c'est pas parce que tu n'as pas fait un retour sur 4 séances pour une année qui va arrêter le coaching. Anecdote très récurrente, à chaque fois que je pars en vacances ou que je coupe, quand je reviens, j'ai un arrêt. Ouais. Toujours. En 5 ans. C'est-à-dire que 2 fois dans l'année ou 3 fois dans l'année, si je coupe 3-4 jours à 10 jours ou 2 semaines, quand je rentre, j'ai tout le temps un arrêt de coaching. Après, est-ce que c'est à cause de ça, tu penses? Oui. Ah ouais? Sûr et certain. Mais il faut comprendre une chose. D'ailleurs, ça me lance sur le prochain sujet qui était le fait de banaliser le goût de l'effort. Attends, on n'avait pas parlé de l'organisation. Sors mon couteau, Mohamed. On n'avait pas fini l'organisation. Non mais attends, mais là je pars là. là je suis chaud. Là, il est chaud là. Putain. Non mais je trouve ça inadmissible dans le sens où moi quand je me mets à la place du type, est-ce qu'il te voit comme un ordinateur ou une machine à effectuer des tâches? Je pense que certains oui. Bah ouais, mais en fait t'as rien à faire dans mon coaching, tant mieux, pars plus vite, n'attends pas 1 an pour partir. C'est ce que j'allais dire, oui. En général, la personne qui va partir là-dessus, t'as pas vraiment créé une bonne relation. Il y a des types qui partent comme ça fait 2 ans que je les coach. Ouais. Et c'est des gens avec qui ça se passe bien, qui progressent en plus, et qui font... généralement, il n'y a pas une top implication dedans. Ouais. Mais pourquoi tu arrêtes parce que je te réponds pas pendant 5 jours, pendant 7 jours? T'es pas assez grand pour t'entraîner, ça fait 1 an ou 2 ans que t'es sous ma tutelle, tu peux avoir une autonomie d'une semaine, c'est pas la mort, non? Surtout des athlètes à qui t'es depuis un certain temps. Ouais. Mais ça, on en parlait. T'as quand même un lien avec. Oui, t'as quand même on en parlait, je crois, avec Ludivine ou je sais plus quoi, les athlètes avec qui ça se passe super bien, qui progressent, qui ont un bon feeling et tout, qui du jour au lendemain, soit ils te répondent plus et ils arrêtent. C'est ça. Soit ils disent j'arrête et d'un coup ils t'unfollow de tous les réseaux, machin, comme si tu leur avais fait un truc de fou. Une ex. Ouais, alors que c'est ça. Une alors ex en que la personne progresse, il y a eu un bon feeling depuis le début avec, tout se passe bien. Et du jour au lendemain, non, t'as plus de nouvelles. C'est vraiment bizarre des fois. Ouais. Oh, vous me lancez sur trop de choses là. Mais ça, ce sujet, j'en avais déjà parlé avec Alexis, c'est les athlètes qui sont trop à fond non-stop, tout le temps, et qui t'envoient des vocaux de 10 minutes, qui disent je suis super motivé, je suis à fond et tout, tous les jours. Ils tiennent pas dans le temps. Il y a une mauvaise période, c'est fini. Ouais, Burn-out, ils quittent tout. Et ça, c'est en même temps, quand tu raccroches tout à la FA, ça c'est un conseil que je donne, quand tu raccroches tout à la FA, si la FA se passe bien, c'est génial, t'as la meilleure vie du monde. Si tu fais un overshoot, c'est la fin du monde. Et tu rattrapes l'athlète à la petite cuillère, alors qu'il est passé d'RPE 8 à RPE 9, c'est pas normal. Hein. Franchement, c'est un comportement déviant. Et souvent, en plus... C'est vrai, non mais je rigole pas. Non mais c'est déviant. Il faut avoir d'autres buts dans sa vie que faire des PR. Il faut avoir d'autres occupations que faire de la force athlétique. Et il faut s'accomplir dans autre chose. Il y a le domaine professionnel qui peut être super riche. Il y a le domaine perso, tes liens sociaux, etc. Ça doit être d'autres objectifs qui te drive aussi. Ça doit pas être que la force athlétique. Après, moi, je peux comprendre quand... t'as des objectifs, tu te donnes à fond, etc. Tu fais une mauvaise séance, bon, t'es pas bien. Tu sais
autant que moi que des objectifs élevés, ça s'acquiert avec de la stabilité et du temps. T'es instable et tu dures pas dans le temps si tu vois que ça et si tu te morfonds parce que t'as fait un overshoot. Et en plus, souvent, c'est des trucs un peu bêtes, genre la personne a fait 100 kilos la semaine dernière. Là, va faire 100 kilos RPE 9 au lieu de 8. Elle va dire, ça y est, je suis en train de régresser, j'en peux plus. Que des trucs comme ça. Ou alors, ou même, j'ai raté 100 kilos alors que la semaine dernière, c'est passé. Qu'est-ce qui va pas? Et en train de remettre tout en question, etc. Et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le pense en plus. Après, c'est notre travail, du coup, d'expliquer pourquoi, machin, c'est possible. J'ai eu un appel avec le PM. Le PMOPT. Préparateur mental. Léopold, exactement. Et du coup, en fait, il a une optique qui est ultra intéressante pour ça. Parce que, en gros, il gère. En gros, on a mis l'appel pour faire un retour sur une athlète à moi, qui a commencé avec lui il y a 2 mois, et qui a en fait trouvé qu'elle avançait pas assez vite, et qu'elle avançait plus. Sauf qu'en fait, quand tu lui as fait le retour sur ses perfs, d'il y a 3 mois et ses perfs maintenant, bah, ça a aperçu que ça a augmenté et qu'il y avait une grosse progression. Et c'est pour ça, en fait, faut vraiment, quand tu stagnes ou que tu fais une mauvaise séance, faut pas regarder sur le jour même ou sur la semaine même, mais vraiment avoir un retour sur les mois précédents et voir où t'étais il y a 1 an et où t'étais il y a quelques mois. Un peu de recul, quoi. Moi, selon moi, ce qui porte trop à la confusion des athlètes, c'est alors c'est un plus comme un moins, les réseaux. Les réseaux, ça, sans les réseaux, déjà, on serait pas en train de vous parler ici parce qu'il y a tout qui s'est passé grâce à ça. Et ça peut être un super levier de motivation, etc., de voir d'autres personnes progresser. Sauf qu'en fait, ce qui devient la norme, c'est de faire un total PR en compétition de plus 100 entre chaque compète. Et ça devient la norme. Et quand tu as un athlète qui se prépare pendant 6 mois et qui fait un total PR de 20 kilos, tout le monde est déçu. Tout le monde est déçu, j'ai pas progressé, c'est pas suffisant, ça me convient pas, je m'implique trop pour pas assez. Pas grand chose. Mais au bout d'un moment, en fait, il faut juste relativiser. Et en fait, la normalité, c'est ce qui ressort des réseaux. Et qu'est-ce qui ressort dans l'algorithme? C'est les choses qui buzzent, qui font des likes, et etc. Des grosses perfs. Et forcément, c'est des grosses perfs et des grosses progressions. Quand t'as un mec qui perd de 2 kilos, c'est pas repartagé dans tous les sens. Donc, au bout d'un moment, faut recadrer les choses un petit peu et comprendre que, il y a des investissements de fou pour gagner 10 kilos. Et c'est normal. Mais alors, c'est juste le sport. Puis même, il y a une différence entre les athlètes. Certains vont pouvoir prendre 100 kilos en 1 an. Il y en a d'autres qui vont en prendre 10. C'est comme ça, c'est le sport, malheureusement. Même si tu t'impliques exactement de la même façon que l'autre personne, t'as pas forcément les mêmes résultats pour plein de raisons. Que ce soit juste la morphologie, la programmation, ton coach, la génétique, plein d'autres background. Et puis, encore une fois... Ça, je pense que ça fait chier tout le monde quand je dis ça, mais c'est un sport qui est long et... Tu vois, c'est bateau et ça fait phrase cliché, mais le mec qui va s'entraîner pendant 5 ans et qui va faire 3 compètes par an en prenant 10 kilos à chaque compétition, et le type qui va faire une compète, qui va prendre 100 kilos et qui va arrêter. Au bout de 5 ans, c'est qui va être le plus fort avec le plus de progression? Celui qui aura tenu et qui aura jamais lâché et qui aura fait ses petites progressions à chaque fois. Il n'y a pas photo. Hein. Le temps. Faut être patient. D'où la phrase de banaliser le goût de l'effort. Oui. Non mais en vrai, galérer, se mettre dans le mal sur des entraînements, pas tous, mais se mettre dans le mal sur des entraînements, avoir des préparations compliquées, que ce soit difficile à tenir mentalement, que la compétition soit difficile, etc., etc. En fait, ça, il faut le banaliser, c'est quelque chose qui doit devenir normal. Alors, tous les entraînements ne doivent pas être grind ou en train de suffoquer à chaque training, parce que ça, c'est pas viable sur le long terme. Mais la globalité de l'effort, elle doit être reconnue, et ça doit être quelque chose de logique, en fait. Pourquoi tu prétendrais à progresser et à abattre tes concurrents si ça n'avait pas été dur? Ça doit l'être. C'est juste le processus qu'il faut accepter et prendre plus de plaisir dans le processus plutôt que le résultat final, en fait. Oui. Mais après, ça, c'est compliqué à... Ça, tu peux l'avoir avec du recul. Mais quand t'as quelqu'un, donc ton coach, à qui t'es censé faire confiance, qui a de l'expérience dedans, là, on peut dire qu'on a coaché des centaines et des centaines d'athlètes en 5 ans. Pourquoi tu vas pas écouter la personne qui te donne ce conseil, surtout qu'on n'est pas les seuls à le dire? Oui. Tu vois, tu restes buté. Et ça...
ça peut être pas mal si l'athlète arrive à faire, à passer le pas et s'en rendre compte sur le long terme. Mais quelqu'un qui arrête pour ces raisons-là, moi, c'est un regret pour moi. Il y a plein d'athlètes qui avaient des gros potentiels et qui ont arrêté juste parce que pas assez vite, pas assez vite, pas aussi fort que le voisin, pas les minima France au bout de 3 mois. Ça m'énerve. Ouais. Je le dis. Non, mais je le dis, ça m'énerve aussi. Et le pire, c'est que du coup, vu que le niveau augmente, c'est de plus en plus le cas. Ouais. Donc, par exemple, moi, je cours derrière les minima nationaux depuis que j'ai commencé. Moi, ça fait 6 ans, j'ai fait les minima plus 10 il y a une semaine. J'ai pas les minima plus 200. Et pourtant, je m'entraîne dur depuis 6 ans, tu vois. Bah, c'est comme ça. Et si je les avais pas eu, on retourne au travail et tant qu'on les a pas, on y va, tu vois. Enfin. Ok, c'est bon, je suis moins énervé. Est-ce qu'on repart sur l'organisation pendant les autres, genre les compétitions, les voyages et tout comme ça, ou on s'en fout? Oh, je pense que c'est bon, on peut. On avait déjà bien parlé en France. Ouais. 2 sujets. Et il y en a un qui nous tient à cœur. Ce podcast sortira avant, mais vous le verrez. Après. Non, ce podcast sortira après. Pardon. Nous, on est avant, là. On est avant. Nous, on est avant. Bah, là, nous, on est avant ce que tu vas dire. Mais le podcast va sortir après. Ouais. On sera après. Mais l'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Là, il nous reste 5 ans, je crois. Bon. Première compétition OPT. Comment ça s'appelle? Le Hunters Championship. Très bien. Ça rend pas mal. C'est moi qui l'ai trouvé. C'est stylé. Non. Si. Okay. Dans le métro à Séoul. Ok. Je suis fier. Pardon. Excusez-nous, monsieur. J'étais en train de travailler tranquillement dans le métro à Séoul avant de rentrer au Ritz. Non, même pas. Au Carlton. Malheureusement. Bon. Bref. Ce samedi 3 juin, donc un petit peu de temps après qu'on tourne ce podcast, on va faire du coup le premier meet OPT. Alors, c'est pas le tout premier parce qu'on a déjà fait des mock meet. C'était moi ou vous aussi Il n'y avait que les miens, je crois. Ouais, mock meet. Oui. Mais bref, c'est la première vraie compétition. Elle est pas officielle avec la FF Force parce que l'association elle est pas affiliée FF Force pour l'instant et je pense que ça le deviendra jamais d'ailleurs. Mais du coup on a, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je veux pas affilier OPT à la FF Force, c'est ça? C'est juste que j'ai envie, je réponds. Non mais je réponds en anticipation parce que je vais avoir au moins 58 commentaires sur YouTube là. Vas-y. Ok. Et tout simplement pour rester concentré sur le cœur du sujet qui est le coaching et garder cette association pour faire vivre le collectif OPT et organiser ce type d'événements, rémunérer les prestataires, etc. Faire la vente de textiles et tout. Mais j'ai pas envie, et toi non plus, et vous, je pense que c'est pas dans vos objectifs tout de suite en tout cas, non plus. D'ouvrir un club et de s'occuper de l'organisation d'autres compétitions et... Pas le temps pour l'instant. Ouais, en fait, c'est pas juste l'objectif et on préfère justement coacher des athlètes qui viennent de chaque club en France ou ailleurs et rester au-dessus de ça plutôt que d'être affilié à la fédération, tout simplement. Du coup, j'étais en train de dire, samedi 3 juin, première compète OPT, le club de Vitrolles nous accueille, donc ça... Merci c'est le top. Ouais, merci. Parce que du coup, sans eux, on n'aurait certainement pas pu faire la compétition. On va l'organiser comme une vraie compète avec des arbitres qui sont officiels, eux, avec le matériel officiel aussi. On a aussi Kevin de la fac qui va ramener du matos en plus de Vitrolles. Donc ça c'est top, ça va les mettre dans des bonnes conditions. On va mimer les horaires de compète avec les pesées, les hauteurs de barre, enfin tout le déroulement. Matériel. Et cette compète elle a 3 buts. Après, je vous laisse parler. Premier but, déjà, rassembler tout le monde. Parce que être à distance, c'est cool, mais quand même se voir en vrai, ça fait plaisir. Deuxième but, soit pour le débutant, soit pour le confirmé. Le débutant, du coup, acquérir la première expérience en compète et dans le but d'en faire des officiels, pourquoi pas se qualifier, etc. Mais au moins, on amène des athlètes qui sont prêts et qui font pas n'importe quoi et qui posent pas 36 questions en compétition. T'as déjà fait, tu sais comment ça se passe, donc tu agis mieux et t'es moins stressé. Deuxième option, c'est l'athlète qui a un bon niveau. Donc typiquement, moi j'en ai qui participent aux France en septembre. On fait cette échéance entre les deux
pour du coup les tenir activés, les garder un petit peu dans l'esprit compète, pareil par rapport au standard, et avoir des jugements objectifs et les relancer un petit peu. Je sais pas vous, mais moi j'ai des athlètes qui sont compliqués à programmer quand on a une période de 8 mois, 10 mois sans compétition, et pour lesquels c'est essentiel de mettre une compète mineure ou un mock meet entre les deux. Toujours important d'avoir des objectifs précis, de toute façon avec une date fixée, etc. Et ça les drive bien sur leur progression. C'est d'avoir une échéance, c'est cadré. Et du coup, voilà, première compète. Le troisième but. Non, c'était débutant et confirmé. Ça fait 3. Ok. Très bien. Voilà. J'ai bien présenté, non? Ouais, c'est super. Très bien. On aura 3 groupes. 28 athlètes. Une trentaine. Parce qu'après, c'était trop de complications pour la logistique. Et puis après, vous verrez les images, mais ça va être sympa. On a aussi Rudy avec Powerwear qui fait les t-shirts. Il y aura Julie pour les photos, Tarek nous envoie les plats pour les athlètes et le staff, etc. Donc c'est cool parce que même si c'est pas une vraie compète, il y a les autres qui nous soutiennent aussi. On essaye de mettre en place pour que tout soit comme une vraie compétition de toute façon. Le plus carré possible, ça sera le plus carré possible. On a la 4e épreuve. Et là on va pouvoir le dire maintenant. Vas-y. Du coup on va ramener un assaut bike. Donc en gros, là, l'idée, c'est qu'on n'a pas vraiment de catégorie. Ça va être une compétition à l'indice. On s'en fout de qui est premier ou pas. C'est pas le but absolu de cette compète, comme on vous l'a dit. Mais du coup, compète à l'indice. Donc le total avec les 3 mouvements comme dans une compète. Et on va rajouter, il faut encore qu'on fasse la formule, mais un système pour gagner des points sur l'indice avec la 4e épreuve qui sera... de l'assaut bike. Et avec Momo on en discutait la dernière fois, on hésite entre faire le max de calories en 1 minute ou faire par exemple 30 calories en un minimum de temps. Ce sera un truc genre dans tous les cas mais bon, ça durera 1 minute parce qu'il va falloir faire passer 30 personnes sur un assaut bike. Ça fait 30 minutes du coup. Pas mal. C'est bien Momo, c'est bien compté. Tu passes un master 2, non? Ouais, effectivement. Je fais son mémoire. Rajouter une 4e épreuve, on a eu l'idée pour essayer de changer un peu de ce qui se fait d'habitude. Puis c'est pour marquer le coup aussi. C'est pas une compète officielle et ça va permettre aussi à ceux qui auront, forcément, si tu prends un tout débutant avec quelqu'un qui part faire les France Open, il y a une disparité au niveau, sur le niveau. Donc ça permettra d'équilibrer un petit peu le truc aussi. Ça risque d'être cool. J'ai hâte. Ça va être très sympa. Et après, du coup, on va avoir à peu près combien d'athlètes chacun là? Je crois 8, 9 tous les deux. Et après, j'en ai 4 et moi j'en ai 6. C'est ça. On essaie d'avoir un peu une parité là-dessus par rapport aux athlètes qu'on a. Mais du coup, ça va être une grosse journée de coaching encore. Cool. Et vous avez pris des... Non, toi t'as pas pris de coach, t'as pas besoin. Du coup, avec lui, on se mettra ensemble. Toi t'as qui? Moi, mec, j'ai une équipe de Game Day coach. T'as qui? Moi, je ramène mon équipe. C'est qui ton équipe? Je vous dis pas. Il a pas d'équipe en fait. J'ai Alan, donc le Louis Simons français, officiel français de 2023. D'accord. Qui va devenir zinzin. Et ensuite, j'ai Alexis Postic, actuel participant au championnat d'Europe universitaire et championnat de France junior. Donc je ramène pas n'importe qui. Donc avec vos athlètes, tenez-vous prêts. On est prêts, Parce que nous on a les coachs. Bien, on verra ça alors. Et toi? Moi je peux pas en dire plus. Il peut pas en dire plus parce qu'il a personne. Non, moi je vais avoir bon. Non, il y a Théo qui va m'aider là-dessus et quelques personnes en plus. Théo Brianti? Oui. Non, il peut pas. Non, il a un rendez-vous. Il a un rendez-vous. C'est un doctorant contractuel. Il est arbitre. Il est à Sciences Po maintenant. Bref. Voilà. Donc compète OPT. Hâte. Première la semaine prochaine. Ça va être bien. Et moi, je veux vous lancer sur un dernier sujet. C'est encore un coup de gueule. Parce que moi, je suis le méchant dans l'histoire. Le méchant. Tu parleras Ludivine après pour essayer de... c'est de contrebalancer. Avec ta voix suave. Oui, attention. Non, blague à part. Regarde plus, vas-y. Blague à part. Les athlètes... Ça démarre mal. Me fait rire. Les athlètes qui se font coacher, qui ont du coup logiquement une confiance aveugle dans leur coach. Donc le coach prépare un game plan pour l'échéance. Je me suis tendue là moi aussi. Et l'athlète décide
soit de ne pas le suivre en live, soit de ne pas le suivre en amont et de dire que rien ne va. Ok. Ça, j'en ai parlé hier en plus, je crois. Alors, avant-hier. Mais... je dis pas qu'il ne faut pas avoir une discussion. C'est-à-dire que le coach peut créer le game plan. Moi, ce que je dis à chaque fois, c'est prends-en connaissance et on en discute ensuite. Oui. Bon. Normal. Quand il y a des petites manigances pour gratter 2 kilos, ça va. Ouais. Quand tu dis tu termines à 200 et qu'on me dit non, je veux terminer à 230, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Ok ? Est-ce que ça vous arrive ou je suis le seul tendu ? Alors, 200 pour 230, non, bon, pas à ce point-là. J'exagère pour mettre en évidence. C'est intéressant. Oui, non, clairement, il y a beaucoup trop d'athlètes qui se surestiment, clairement. Hein. Quand j'ai déjà eu des petits problèmes avec certains athlètes, qui veulent complètement changer le plan de match en quelque chose qui est pas du tout approprié et pas du tout. Enfin, c'est pas logique. Ouais. Clairement, je me dis, mais comment c'est possible de vriller à ce point-là, mais oui, non, et qui en plus ne viennent pas t'en parler et en parlent à tout le monde. J'en ai gros sur la patate, là. Mais voilà, non, c'est discussion avec le coach si ça ne convient pas, et surtout ne pas se braquer. Le coach a une vision qui est plus objective que l'athlète en lui-même sur sa performance, sur de ce qu'il est capable de faire, en fait, sur ses capacités, etc. Quand tu prends un coach, c'est pour avoir cette vision objective et je cherche un mot très très recherché. Quand t'es au-dessus de tout. Impartial. Non. Un aigle. Ouais, quand tu contactes un aigle. Non, mais blague à part, si on plus objectif. Non, mais si on met des charges, les émotions en plus par rapport à ses perfs, etc. Si on met des charges en place, c'est avec un certain recul, de part de l'expérience et surtout de la connaissance de l'athlète. Et même si l'athlète, ça va être sa première compétition et que tu l'as jamais vu réagir à un taper, etc. Il y a des choses qui sont logiques avec l'expérience. Donc c'est dommage. Et en plus, je sais pas vous non plus, mais très souvent, l'athlète qui décide de pas respecter le plan, eh bien, ça ne fonctionne pas. Il reste sur, tu vois, un 5 sur 9, 4 sur 9. Voilà. Et c'est le même qui va décider de se plaindre ensuite parce qu'il n'a pas assez progressé par rapport à la précédente compète. Oui. Et encore une fois, moi, je suis peut-être un peu extrémiste avec ça, mais je sous-estime très légèrement tout le temps. C'est-à-dire que si le type vaut un 200, je vais toujours mettre un 95 ou un 97 à condition que sa dernière perf en compète, ce soit un 90 par exemple, pour assurer un PR plus 5, PR plus 7,5, même s'il vaut un 200. Mais du coup, je pense que tu vas beaucoup plus loin en faisant un 3 sur 3 ou un 9 sur 9 avec un RPE 9,5 réel plus de points. Et en enchaînant les compétitions comme ça à chaque fois, plutôt que d'être sur la corde et un coup ça passe et 3 fois ça passe pas. Et là du coup, tu construis pas de confiance et tu construis pas de momentum entre tes compétitions. Ouais, je suis complètement d'accord. Toujours l'objectif que je marque en général, c'est au moins viser le 8 sur 9, avec 3 sur 3 squat, 3 sur 3 bench, au moins 2 sur 3 au terre. Et après, si t'as fait une bonne compète, tu veux te faire plaisir, etc. Le troisième, s'il y a rien à jouer, tu fais plaisir sur la troisième barre ou quoi. Ouais, mais ça encore une fois, moi je trouve ça bête par moment, dans le sens où tu sais que tu peux te faire plaisir, mais tu vas faire un truc délirant où t'as 10% de chance de la réussir. Non, mais... pourquoi tu la mets en fait ? Enfin, tu sais presque d'avance que tu vas pas la passer. Ouais. À part si ça t'offre une qualif, une place, un truc comme ça, là, il y a pas de discussion. Mais s'il y a rien et que c'est que pour toi, pourquoi tu vises pas 2,5 ou 5 en dessous, qui serait déjà, je pense, un PR, et voilà, tu te confortes dans ta progression et tu relances plus vite par derrière, t'as moins de récupération, tu es plus en confiance. Je pense que c'est faire plaisir, c'est pas mettre une barre non plus que t'as jamais réussi au plus 10 ou quelque chose comme ça. C'est une barre que t'as au moins réussi à faire, plus, je sais pas, 2,5, 5, mais pas non plus un truc que tu dis, vas-y, sur un coup de chance, je mets 20 kilos de plus que mon PR. Ça passe, Encore une fois, si t'as pas de place et pas de qualif, je vois pas l'intérêt de faire ça. Ça sert à rien du tout de faire ça. Surtout sur un truc où t'as pas de qualif, t'as pas de placement ou autre à chercher. Mais ouais, ça arrive très souvent. Mais après, encore une fois, c'est à nous de faire la discussion pour que l'athlète comprenne pourquoi on fait ses choix.
Souvent, mais à partir de là, il y a aucun problème quand il y a une discussion et que l'athlète il est ouvert, que le coach il est ouvert et que tu trouves un terrain d'entente sur un truc pas trop délirant qui fait plaisir à l'athlète, etc. Ça, il y a pas de souci. C'est normal, tu vois. Mais par contre, quand t'as des choses vraiment qui sortent totalement du cadre et qui ont aucune logique et qu'en plus l'athlète est buté et qui décide d'en faire qu'à sa tête, alors pourquoi tu prends un coach? Moi, c'est ça la question. Quand pourquoi on change le plan, mais sans m'en parler. Et qu'on vient, parce que c'est pire sur la compétition régionale, parce que nous on n'est pas présent partout forcément, mais dans des régions où on n'est pas présent, que l'athlète fait la compétition, il t'envoie un retour après, et tu dis j'ai fait ça, c'est mal passé et tout, et il dit mais du coup t'as pas du tout suivi mon plan de base qui était prévu, donc forcément le résultat est pas là, parce que c'était pas ce qui était prévu de base, et que si j'ai fait ça, c'était pour que tu fasses ça, et là t'as fait ça, du coup le résultat est mauvais. Enfin il y a des raisons derrière tout ça. Ça me lance sur autre chose. Le fait, durant un picking, de déjà prévoir les charges que tu vas mettre en fonction de ce que tu veux faire le jour J, et que du coup, tu as déjà un game plan 5 semaines plus tôt, ben ça, c'est le meilleur moyen pour louper son picking, vraiment. Si tu mets tes charges par rapport à ce que tu veux faire, ça va marcher une fois, ça va marcher 2 fois, mais sur le long terme, c'est sûr que ça fonctionnera pas. Juste les entraînements de base, avoir une charge fixe avant d'arriver à l'entraînement quand t'as un RPE. Alors c'est bien d'avoir un objectif. Fourchette. On en parlait, C'est bien d'avoir une fourchette ou un objectif. Pas charge fixe, juste fourchette, c'est bien. Mais si tu vois que t'es pas en forme, adapter. Et pas rester buté sur mon objectif, c'est faire 200. Là, je suis KO. En 180, je dois sortir RPE 8,5, 9. Je m'en fous, je mets 200. Bah non, tu sais que ça va pas passer. Adapte, tu fais 190, c'est pas grave. Et la semaine d'après, ça ira mieux. Et surtout, c'est pas parce que tu fais pas les 200 à l'entraînement, oui. Petite anecdote. J'ai une athlète du coup qui fait le Hunter Championship et qui avait un TER RPE 9, qui avait une charge en tête. Elle voulait passer cette charge absolument et qui a essayé 7 fois d'affilée. J'en ai déjà eu. Pas 10. Ah, aucune idée. Tu peux essayer 7 fois mais pas 15. Ah si. Non, vraiment, la mise en place. D'accord. Tire une fois, ça monte pas. Elle reste en place. Elle tire 2 fois, ça monte pas. 3 fois, ça monte pas. Elle fait un tour, elle revient. 4 fois. Eh ben oui, ça va pas monter. Voilà. Bah, en vrai, on en rigole, mais c'est faut pas bien. Mais non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Non. Du coup, je lui ai dit la prochaine fois, je te coûte ta race. Et encore, là, du coup, t'étais avec. T'as pu le voir en direct. Non, même pas. Non. Ah, elle te l'a dit. Oui, elle m'a envoyé des vidéos, je lui ai dit envoie, je dois voir quand même. Ça va si elle te l'a dit. Oui, elle me l'a dit. Parce que je sais qu'on passe à travers des trucs l'athlète. Ils nous disent pas tout, ça c'est sûr. Et ça, c'est un point d'honneur que j'essaie de mettre en place. Ça, encore une fois, pourquoi tu payes quelqu'un? Pourquoi t'as une Pour ne pas lui Parce dire. que au bout d'un moment, si tu veux arrêter la collaboration parce que ça matche pas, faut pas oublier qu'on est 2 humains. Il y a pas tout le monde qui est compatible, donc c'est normal qu'il y ait des relations qui se coupent au bout d'un mois, 2 mois de coaching. Ça, il y a aucun problème. Et c'est pas parce qu'un coaching s'arrête que le coach est mauvais ou que l'athlète est mauvais. C'est peut-être juste les deux qui vont pas ensemble. Mais pourquoi tu payes quelqu'un? Pourquoi tu fais confiance à quelqu'un? Pourquoi le quelqu'un te fait confiance aussi et tu dis pas? Moi perso, j'ai 2 coachs. S'il y a un échec, je vais le dire. Et si je fais quelque chose qui va pas, je vais le dire aussi. Eh ben oui, c'est normal. Le but, c'est de te faire recadrer. Le but, c'est d'avoir un regard objectif, encore une fois, et avancer. Si tu gardes les trucs pour toi et que tu ne fournis pas l'information, en fait, tu te prives d'une progression bêtement. T'apprendras jamais, Bah, tu te prives de l'investissement que tu mets en place en plus. Parce que financier, de temps et c'est grâce à la communication que tu mets que tu as les retours que tu attends en fait quand tu investis dans un coach, etc. Complètement. Mais bon. T'as un autre coup de gueule Non, mais en fait j'en ai plein, mais on les gardera pour un prochain épisode. Donc, second épisode terminé. On essaiera de le sortir pas dans 6 mois. Non. Là, le premier qu'on a fait, on verra. Ne se prononce pas. Mais, ne se prononce pas. On va essayer de le sortir bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Et merci à tous. On se revoit au 3e.